Mesdames, Messieurs, je vous propose d'attaquer cette séance du Conseil municipal, cette dernière séance du Conseil municipal avant les fêtes de fin d'année. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue pour cette réunion, dernière réunion concernant l'année 2023. Une trentaine de points avec des choix forts, notamment pour la partie patrimoniale et le sport au sens large, sans oublier les points financiers avec des ajustements pour clôturer 2023 et aborder 2024 avec les autorisations de crédit. D'un point de vue plus personnel et à la demande de ma famille, je tenais simplement à vous remercier pour les petits mots que j'ai eus et le soutien que vous nous avez porté pour ces moments très compliqués que nous vivons actuellement. Sans transition, je vais commencer par faire l'appel. Monsieur Patrick Floquet. Présent. Madame Nicole Charon. Présente. Madame Sylvie Vincent. Présente. Monsieur Daniel Gornet. Présent. Madame Isabelle Boissel. Présente. Monsieur Christian Grégoire est excusé et a donné procuration à Madame Charon. Madame Fabienne Picard. Présente. Monsieur Valentin Vassalo. Présent. Madame Marie-Thérèse Tomasini. Présente. Monsieur Jackie Canepa est excusé et a donné procuration à Monsieur Patrick Floquet. Monsieur André Auchan, qui a été hospitalisé, et j'espère que ça ira mieux, a donné procuration à Monsieur, il est excusé donc, et a donné procuration à Monsieur Daniel Gornet. Madame Denise Maire. Présente. Madame Véronique Grossier. Présente. Monsieur Francis Marquis. Présent. Jean-Jacques Gauthier est excusé et m'a donné procuration. Monsieur Thierry Lesinski. Présent. Madame Ghislaine Cossin. Présente. Madame Nadine Bailly. Présente. Monsieur Olivier Simonin. Présent. Madame Charline Lehmann a donné procuration à Monsieur Thierry Lesinski. Monsieur Joël Grosjean. Présent. Madame Maryse Ratier. Présente. Monsieur Éric Lamontre. Présent. Madame Dominique Alboussière. Présente. Monsieur Jean-Rémy Lassauz est excusé et a donné procuration. Madame Isabelle Boissel. Monsieur Bernard Noël. Présent. Monsieur Didier Forquignon. Présent. Madame Marie-Laurence Zeil. Présente. Merci. Nous sommes 23. Le quorum est à 15, excusez-moi, pouvoir 6. Donc nous sommes 29 votants. Je vais procéder maintenant à la désignation d'un secrétaire de séance. Monsieur Daniel Gornet est secrétaire de séance. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres candidats. Bon, ben voilà, Daniel, désolé. Premier point, qui est l'approbation du compte-rendu de la séance du 5 octobre 2023. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne les finances, et avant de donner la parole à M. Floquet, c'est une décision modificative numéro 2. Vous avez sur table la dernière mouture qui a été validée. Bon, c'est un ajustement en termes de travaux, notamment sur France Service, pour que justement finaliser des travaux, et je donne la parole à M. Floquet. Alors oui, effectivement, il y a une nouvelle version puisque nous avons dû en urgence modifier une ligne administrative financière justement pour faire face à des travaux au niveau du complexe Vita. C'est pourquoi on a été donc la nécessité de cette nouvelle version. Ces travaux, c'est donc les modifications que vous voyez à 23 000 € qui sont prises sur la ligne 116 qui est donc les affaires scolaires et périscolaires où il reste quelques subsides et qu'on transfère sur la ligne 104 qui est donc l'opération Vita. Ça va permettre de faire face à des fuites qui se sont fait jour sur les bâtiments suite aux dernières intempéries assez violentes avec la nécessité de dépose des panneaux photovoltaïques qui sont sur ce bâtiment. Donc c'est simplement une modification interne, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème financier global. Même chose pour l'opération 110 et 120, on promène 33 000 € de l'opération 110 qu'on met sur 120. Là aussi, c'est pour faire face aux travaux de la façade de la maison France Service, qui dans un premier temps avait été normalement fléchie sur l'année 2024 et qui finalement vont pouvoir avoir lieu sur l'année 2023. Et donc, comme il n'avait pas été prévu sur le budget, on enlève 33 000 € sur la ligne 110 qu'on remet sur la ligne 120, ce qui finalement fait une opération neutre pour le budget en termes de dépenses. Ça, c'est la première décision modificative. L'autre décision modificative, c'est sur la versant recette de la section d'investissement, où nous prenons acte officiellement
de la suppression de la subvention ANS, donc l'Agence nationale du sport, pour la carrière du centre équestre de 168 000 €, qui finalement cette subvention ne nous sera pas versée. Et donc on prend acte et on l'enlève du budget et on la retransfère sur l'opération 16, qui est donc l'emprunt d'équilibre, qui donc est maintenant à 1,6 million d'euros. Tout ça a été vu hier ou avant-hier soir en commission des finances avec les explications correspondantes et a reçu un avis favorable. Y a-t-il des observations, des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours un point finance sur la fameuse nomenclature M57. Donc on peut faire simple, on fait compliqué maintenant au niveau de l'État avec la nouvelle norme qui sera en place à partir du 1er janvier 2024. Patrick? Alors il s'agit effectivement de prendre acte du fait que à partir du 1er janvier 2024, comme l'ensemble des collectivités, nous sommes obligés de mettre en place la nouvelle nomenclature M57 à la place de la nomenclature M14 pour les budgets généraux ainsi que les 2 budgets annexes. Ça nécessite la modification d'imputation comptable en nature et en fonction d'un certain nombre de comptes. Ça ne change rien globalement sur l'intégralité du budget, c'est simplement la façon dont on classifie la comptabilité des collectivités publiques. Ça existe depuis 2015 pour les métropoles et au fur et à mesure du temps, ça s'applique aux différentes strates de collectivités et ça nous s'applique à nous. À partir du 1er janvier, sachant que c'est une précision importante qu'il faudra que chacun garde en mémoire, c'est que de fait, il sera très difficile de faire la comparaison d'une année M14 avec une année M57 à l'avenir, puisqu'on comparera des choses qui ne seront plus comparables en termes de chapitres. Et qu'on pourra trouver éventuellement qu'il y a des chapitres qui ont énormément augmenté ou énormément diminué, mais ça ne veut absolument rien dire, puisqu'on ne comparera plus les mêmes lignes. Je le dis pour éviter des discussions inutiles ultérieurement. Voilà. Des remarques? Bon, vous avez bien compris que c'est quelque chose qui nous est imposé. On s'en serait bien passé, surtout que ça génère un peu de travail au niveau des agents. Tout à fait. Pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je pense qu'on n'a pas trop le choix, mais il faut le dire, madame. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant qui est dans la ligne droite du point sur la M57 avec le règlement budgétaire et financier. Alors, règlement budgétaire et financier, là aussi c'est obligatoire avec cette procédure de nouvelle nomenclature M57. Donc vous avez reçu cette version du règlement budgétaire et financier qui a été aussi évoquée en commission finance récente et qui précise, et c'est une obligation réglementaire qui s'applique maintenant à toutes les collectivités, d'avoir à décrire la façon dont la ville de Vittel exécute son budget et aussi met en place toutes ses opérations financières. Il rappelle les différentes obligations en termes d'annualité, d'unité, d'universalité, de spécialité et d'équilibre. On doit décrire les procédures budgétaires et financières de l'ensemble de la collectivité, du début, c'est-à-dire de l'engagement, jusqu'au paiement et les délais de paiement. On doit décrire aussi la façon dont on organise nos autorisations de programme et on doit aussi préciser comment on organise éventuellement les provisions et les amortissements. Tout ce document vous a été transmis, qui fait une trentaine, une quarantaine de pages, je crois, qui précise l'intégralité de la procédure et qui est un document qui est opposable au tiers et que tout citoyen de la collectivité peut éventuellement consulter et mettre effectivement la collectivité devant ses responsabilités, voire devant les juridictions, si d'aventure le règlement budgétaire et financier n'était pas respecté. Voilà. Des remarques? Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est un petit peu fastidieux parce que de toute façon, qu'on ne soit pas d'accord ou d'accord, on doit malheureusement l'appliquer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les autorisations d'utilisation des crédits avant le vote du budget 2024 et 7.5, toujours parole à M. Floquet. Donc vous avez compris que c'est d'une part pour ne pas bloquer la collectivité et ça permet surtout d'évoluer et d'avancer sur le budget 2024. Tout à fait. Alors il s'agit, comme vous le savez, on en a l'habitude chaque année, de pouvoir autoriser l'utilisation de crédit d'un investissement avant le vote du budget 2024, parce que je vous le rappelle, vous ne le savez pas, nous avons l'autorisation d'engager des dépenses en fonctionnement dès le 1er janvier. En revanche, en investissement, on n'a pas l'autorisation d'engager des dépenses tant que le budget n'est pas voté. Le vote du budget a lieu en général au mois de mars ou avril. Il est donc utile, et la procédure est prévue pour ça, d'autoriser l'utilisation de crédits d'investissement avant ce vote du budget.
On ne fait pas ça n'importe comment, puisqu'il y a une procédure très particulière qui doit être respectée et qui prévoit que ne peuvent être utilisés des crédits jusqu'à la hauteur de 25% des dépenses nouvelles de l'année N-1. Quand on fait ce petit calcul, on obtient un maximum possible sur le budget général de 791 044,18 €. Nous vous proposons donc sur les différents chapitres une opération globale à 783 494. C'est pareil, toutes ces opérations ont été vues en commission finance les jours derniers et ont été décrites. Ça concerne plusieurs petits ajustements pour simplement démarrer, comme l'a dit Monsieur le maire, un certain nombre d'investissements. Globalement, des travaux et des achats de matériel donc sur le CPO ainsi que sur l'opération hypoxie climatique, une petite opération sur la forêt parc, une opération un peu plus grande, je vais y revenir, sur les équipements touristiques, une ligne aussi sur l'établissement thermal, quelques petits aménagements matériels prévus sur la cité administrative, c'est-à-dire le fonctionnement de la ville, des aménagements urbains où il y a une enveloppe aussi de 80 000 € pour démarrer un certain nombre de travaux, une petite enveloppe informatique, une enveloppe aussi sur des petits travaux sur les affaires scolaires et périscolaires, quelques menus matériels sur le centre technique municipal, petite enveloppe sur la rénovation énergétique et une enveloppe, on y reviendra dans une délibération qui est ultérieure, à l'opération 204 en termes de subvention d'investissement pour le praticable de la gymnastique. Je reviens sur l'opération équipement touristique, une enveloppe importante de 114 000 € qui est en grande partie liée à l'opération de l'achat de la marque Vitelspa pour 102 000 €. Je vous le rappelle, nous l'avons voté déjà il y a très longtemps, il y a plus de 2 ans, dans le cadre de la DSP du casino, excusez-moi, des termes, et dans l'ensemble de la négociation de cette DSP, il a été acté dans cette DSP que la ville se rendrait acquéreur de la marque Vitelspa auprès de la société d'économie mixte des termes de Vitel pour la somme de 102 000 €. C'est ce qui a été voté à l'époque. Et donc là, on l'inscrit budgétairement, puisqu'effectivement, cette opération va être réalisée sur l'année 2024, probablement en début d'année, d'où la nécessité de le mettre en autorisation de crédit. Comme je le disais, une opération globale de 783 494 €. Y a-t-il des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne les budgets annexes de l'eau, Monsieur Floquet. Alors là aussi, il s'agit, comme c'est pour les autres budgets, d'avoir l'autorisation d'engager un certain nombre de crédits. Alors avec une enveloppe qui est beaucoup plus importante pour l'eau, comme pour l'assainissement d'ailleurs, d'à peu près 200 000 €. On ne monte pas jusqu'à la hauteur maximale, on vous engage simplement un certain nombre d'opérations qui sont sur le début d'année. En l'occurrence, pour le budget de l'eau, il s'agit d'une partie des études de rétrocession sur le forage et l'interconnexion et d'une première enveloppe concernant la réfection de réseaux et de branchements de diverses rues, en particulier la rue du Cras. Donc là, pour l'enveloppe eau, c'est 100 000 €. Pour l'enveloppe assainissement, c'est 73 000 €. Là aussi, ce sont les réseaux d'eau usée de la rue du Cras. C'est le début de l'opération et donc on commence à engager les crédits à la hauteur de 73 000 € sur l'assainissement. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces... Alors, M. Floquet a fait le point B et C, mais on va voter peut-être séparément. Sur l'eau, est-ce qu'il y a des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Sur l'assainissement, y a-t-il des remarques? La rue du Cras mérite un petit coup de neuf, si vous permettez l'expression. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La vie associative avec les subventions exceptionnelles des associations. Monsieur Francis Marquis va s'atteler à la tâche pour développer toutes les subventions et dans le domaine sportif ou autre concernant nos associations. Merci Monsieur le maire. Donc les subventions exceptionnelles qui sont sollicitées par les clubs doivent nous présenter avant qu'on les verse un bilan, les factures acquittées et un courrier ouvert demandant le versement. Dans ce cadre-là, le comité des œuvres sociales de la ville de Vitel, qu'on appelle le COS, nous a sollicité pour une subvention de 5 700 €. C'est pour, si vous voulez, financer la relance des actions organisées au bénéfice des membres, des agents communaux, créer des avantages pour eux. Voilà.
Donc, notamment, je pense qu'on va s'orienter vers nos cartes de cadeaux à la fin de l'année. Donc, ils nous ont sollicité pour 7500, on a accordé. Après, il y a eu les potagers du Petit Vert, c'est donc une subvention exceptionnelle de 300. Ce sont des agents de soins de longue durée du CHOV qui ont créé cette association pour aider justement les patients à passer, je veux dire, de meilleurs moments par l'achat de petits matériels, faire des petites distractions, des choses comme ça. Des mercredis récréatifs, bon, je ne vous fais pas le détail de tout. Le Kiwanis Club de Vittel, ça c'est habituel, c'est la rétrocession des droits de place encaissés pour l'organisation des puces. Alors là, vous corrigez, le montant il ne s'élève pas à 6511, mais il s'élève à 5611. Il y a une version du 6 et du 5. Donc la subvention exceptionnelle est de 5050 € qui correspond donc à 90% du montant. La Boue Vitelloise nous a sollicité pour 750 €. À 750 €, ça leur permet d'équilibrer le bilan du concours du 15 août à la Roseraie. Donc ils étaient déficitaires de 750, on abonde pour que ce soit équilibré. Au sport, c'est l'ex-OMS, les sports de contrat civil. Donc il y a 316 € qui va servir à financer la moitié des dépenses de la fête du sport qui a lieu le 2 septembre 2023. La moitié pour Vittel, l'autre moitié pour Contrex. Le rugby club sportif Vitello a une subvention exceptionnelle de 3377 qui correspond pareil à la rétrocession des droits de place encaissés lors de l'organisation du vide-grenier du dimanche 6 août. Ceux qui ont suivi vont dire que ce n'est pas 90% comme le Kiwanis, non, parce que là on a opté, si vous voulez, comme on avait mis un agent à disposition pour placer, on a enlevé, si vous voulez, entre guillemets, je vais dire, le coût de cet agent. Et le rugby club nous a aussi sollicité pour une subvention de 8120 € pour ce qu'ils ont appelé le mondial du rugby, la fan zone qui a eu lieu à la salle du Moulin. Qui sait, bon, avec donc M. Camus nous a quand même dit qu'il y avait deux, trois pièces, c'est-à-dire que les gens arrivaient au coup d'envoi du match, ils repartaient à la fin du match, ils ne venaient pas avant, ils ne restaient pas après pour consommer. Et puis il y a eu aussi l'élimination, on va dire prématurée de l'équipe de France. Donc voilà, donc ce qui fait qu'il était un peu déçu sur ces deux points-là. Pour finir, la Saint-Rémy-Vittel section triathlon qui organise le Bike and Run, programmé ce dimanche. Vous êtes tous conviés à aller les voir. Ils nous ont sollicité pour une subvention exceptionnelle de 1500. Et on a décidé de leur attribuer une subvention de 500 €. Et on les a prévenus quand même. On les a appelés pour leur dire ça, chose qu'ils ont très bien compris. Et pourquoi on a réduit? Parce qu'il faut savoir que pour l'aquathlon, on avait déjà donné 4500 €. Voilà pour les subventions exceptionnelles. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On va les voter une à une ou vous les votez global? Global? On passe au vote. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne aussi la vie associative avec une subvention d'investissement, et Patrick en a parlé, à la SRD Gymnastique avec une convention de financement. Francis? Donc là c'est pareil, si vous voulez, les membres du club de gymnastique nous ont prévenu que leur praticable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la même sur l'esplanade sur laquelle ils font des exercices au sol, commençait à fatiguer. Donc il a besoin d'être changé. Donc ça avait été eu, je crois à l'époque, ça avait été constaté par M. Morin et peut-être M. Chopinez, donc qui ont acté ce fait-là, que le praticable devait être changé parce qu'il est utilisé par beaucoup de monde. Notamment le club de gym qui l'utilise quasi quotidiennement, et puis aussi les écoles, et puis des fois des stages, voilà. Et si vous voulez, ça ne répond plus trop aux normes qu'on attend d'une ville comme Vittel qui pourrait, si vous voulez, accueillir des stages départementaux, régionaux pour la pro. Donc cette acquisition, elle s'élèverait à 61 102,85 €. Comme a dit Patrick tout à l'heure, la ville, donc la participation de la ville s'élèverait à 28 000 €, celle de l'ANS à 12 000 €, celle de la région Grand Est à 9 165 €. Par ailleurs, il faut savoir aussi que ce praticable sera mis en vente. Et la dernière fois que nous avons rencontré donc, la présidente de la GIM, elle avait quelques contacts avec une ville pas trop loin de chez nous.
qui pourraient l'acheter, sachant donc que ce prix de vente sera enlevé bien sûr de la facture globale. Voilà. Donc le conseil municipal est appelé à décider d'attribuer une subvention d'investissement de 28 000 à l'association SRV Gymnastique en vue de l'acquisition d'un praticable, approuver les termes de la convention de financement annexée, autoriser le maire à signer tout acte et document permettant la mise en œuvre de ces décisions et à entreprendre toute démarche à cet effet. Merci Francis. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. On passe au tourisme et je demande à Madame Charon de sortir puisque ça concerne l'Office du tourisme et qu'il ne faut pas être jugé parti. Et vous me permettez de lui demander de sortir. Mais elle revient, hein, je vous rassure tout de suite. Enfin, j'espère. Merci Nicole. Monsieur Floquet. Oui, alors il s'agit de l'avenant à la convention d'objectifs et de moyens donc pour la gestion de l'Office du tourisme avec la SPL. Destination Vittel. Je vous rappelle que par délibération du 13 décembre 2021, donc la ville avait confié par convention d'objectifs et de moyens à la SPL Destination Vittel Contexte Séville depuis Destination Vittel la gestion de l'Office du tourisme. Pour ce faire, nous avons donc mis en place une convention d'objectifs et de moyens qui nous lie, dans lequel il est prévu la contribution que la ville de Vittel envoie vers l'Office du tourisme chaque année. Et donc on vous propose de voter dès maintenant cette contribution pour l'année 2024 à la hauteur de 100 000 € pour le titre de l'année 2024. Évidemment, cette somme serait versée à la société gestionnaire qui est la SPL Destination Vittel. Et donc, tout ça a été vu par la commission Tourisme et Thermalisme réunie le 21 novembre dernier. Donc, on vous demande de pouvoir approuver le projet d'avenant numéro 2 de cette convention d'objectifs et de moyens, d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant et à autoriser bien sûr le versement de la contribution pour contrainte de service public. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Et je demande à Madame Charon de revenir avant de passer au point sport tourisme avec la création d'une régie autonome pour l'exploitation des golfs. Madame Charon. Oui, je vais venir. Merci Madame Charon. Vous voulez dire quelque chose, Monsieur Novian? Oui. Oui, afin d'éviter toute forme d'ambiguïté de malentendu par rapport à ma qualité de président du golf du Oiseau, j'ai décidé de ne pas prendre au vote ni aux discussions sur le point numéro 9 de l'ordre du jour. Est-ce que je peux vous interrompre et vous dire ce que j'ai fini. Oui, allez-y. Même s'il faut préciser que le cumul du mandat de conseiller municipal avec celui de président, de vice-président, de secrétaire, de trésorier, une association subventionnée ou non par la commune ne figure pas dans les incompatibilités de fonction prévues par le code électoral. Rien n'interdit donc ce cumul, c'est d'ailleurs le cas de plusieurs d'entre nous ici. Mais avant de me déporter, si j'ose dire, je voudrais dire aussi que le comité de pilotage du golf du réseau reste ouvert à toute discussion concernant l'évolution et l'avenir du golf, même si, comme vous vous en doutez, nous aurions apprécié être intégrés à la réflexion avant que la décision de constituer cette régie ne soit prise. Voilà, je vous laisse. Merci Monsieur Novian. Alors simplement, avant que vous partiez, saluez votre décision, mais elle est sage. Je l'explique pourquoi. Parce qu'on a eu affaire à nos conseils, et j'invite d'ailleurs M. Sivonin à avoir la même démarche que M. Novian. Évidemment, c'est sans polémique aucune, mais que par le biais de cette délibération, si vous participiez au débat ou au vote, on pourrait entacher justement d'irrégularité cette délibération. Notre conseil était très clair, notre avocat, en nous disant qu'on pourrait être très clairement jugé parti. Donc il est raisonnable et raisonné de faire ce que vous faites, et je salue aussi votre esprit, je dirais, de responsabilité à ce niveau-là, comme M. Simonin, et je vous invite à sortir. Alors, ça va être un petit peu froid dans le couloir, vous pouvez aller dans mon bureau, ça sera peut-être un peu plus chaud. Voilà, mais on vous appellera, ne vous en faites pas. Merci, messieurs.
merci à vous. Donc vous l'avez compris, M. Novian en a fait un petit peu état, ainsi que moi-même. Il y a une notion d'indépendance et compte tenu aussi, je dirais, de ce cadre juridique, nous devons et nous allons essayer de trancher par rapport à cette régie d'exploitation des golfs, régie donc autonome et communale. L'objectif étant évidemment d'être le plus cohérent possible par rapport à l'ensemble des golfs, l'ensemble des golfs. D'ailleurs, on a ouvert toutes les portes, mais je pense sincèrement voilà, qu'il y aura en plusieurs temps. Il nous faut déjà créer cette régie communale des golfs, puis autonome d'ailleurs, je le précise, le terme autonome est très important. Et puis après, il sera toujours temps de parler, que ça soit avec le golf entre guillemets de l'Ermitage ou le golf du Hazeau. Donc dans cette délibération, il y a à noter une chose importante sur la forme, à savoir que le siège social, nous souhaitons que nous le fassions dans la maison des associations, dans un cadre très neutre, pour ne pas créer d'ambiguïté. Et ce projet sera soumis évidemment à la validation à la fois de la part du contrôle de légalité, vous avez compris l'importance de cette décision, mais aussi à la validation de la trésorière payeur. Dans le premier paragraphe, je ne vais pas tout lire, mais vous avez compris que l'activité golfique est un élément important à la fois sur le domaine touristique du côté de l'Ermitage ou même au Hazeau, puisqu'on parle du Hazeau. Après 2 années d'exploitation, on rappelle simplement sous forme associative qu'il paraît pertinent que la ville puisse soutenir cette activité en clarifiant ses relations avec les acteurs. Le golf du Hazeau pourrait, le conditionnel est important, s'il le souhaite d'ailleurs, être intégré dans la réflexion. Cette forme de gestion permet d'une certaine réactivité et c'est pour ça qu'on souhaite aussi mettre en avant cette régie. Elle sera évidemment de promouvoir la pratique du golf au sens large et de faciliter l'accès au golf aux élèves du territoire, de proposer bien évidemment des stages, d'organiser des cours individuels et collectifs, d'organiser des compétitions, de commercialiser évidemment tous les produits package en partenariat avec les acteurs privés. Le conseil d'administration serait composé évidemment de 12 membres, désignés par le conseil municipal pour la durée du mandat. D'ailleurs, M. Floquet vous donnera les noms, de telle manière que, je dirais, il n'y ait pas de 5 représentants du tourisme local et du monde associatif et sportif, ce qui est important de le dire, puisque ça permettra d'avoir une certaine équité. Le début des activités serait envisagé au 1er mars 2024 et le conseil municipal est appelé à approuver évidemment la création d'une régie dotée de la personnalité juridique et autonome financièrement pour l'exploitation des installations golfiques dans le parc thermal, mais pas que, ça chacun se positionnera, selon les caractéristiques ou pas, selon les caractéristiques ci-dessus, approuver les projets de statut que vous avez annexés, valider la dénomination de Vitel Golf au pluriel, de proposer la candidature de M. Timothée Guin en qualité de directeur de la dite régie, de désigner les représentants du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration de la régie, de décider que la dotation initiale sera déterminée ultérieurement et d'autoriser M. le maire à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des observations ou des remarques? Oui, M. Fortignon. Alors, j'étais surpris, peut-être que j'augmente un petit peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, clair. Est-ce qu'il est possible d'avoir les chiffres de l'association qui a été créée dans ce même but au 2 mars 2022? Il sera possible effectivement d'avoir les chiffres qui seront bien sûr publics dès que l'Assemblée Générale de l'association les aura approuvés. Il n'y a aucune difficulté. Mais je parle de 2022 déjà, on ne les a pas encore, ce 2022? Pas encore. Et ce 2021? 2021 n'existait pas. Donc on ne risque pas d'avoir de compte. D'autres questions? Donc ça veut dire qu'on ne sait pas si la régie que vous voulez constituer va hériter d'un passif, si oui, de quel montant? Parce qu'on était quand même sur un budget qui était de l'ordre de 940 000 €, avec 550 000 € d'entretien par an du golfe du Saint-Jean. Donc on n'a aucune visibilité sur les chiffres. Alors attendez, je crois qu'on confond plusieurs choses.
Il y a une association qui a géré jusqu'à aujourd'hui, et qui continue à le gérer effectivement, cette situation. Très bien. Nous vous proposons la création d'une régie à partir donc, si tout va bien, du 1er mars 2024. Je ne dis pas si tout va bien parce que par rapport à l'association, mais il y a des obligations juridiques, administratives, particulièrement lourdes quand on crée une régie, qui va permettre de pas obligatoirement de tenir ce délai. On verra bien. Toujours est-il que cette régie, elle va effectivement se constituer le 1er mars sur la base effectivement des actifs et des passifs de la ou des associations qui voudront la rejoindre. Je dis bien de la ou des. On ne fait pas une fixette sur une association ou sur l'autre. C'est bien sur l'une et l'autre. Ça sera valable pour les deux, effectivement. À ce moment-là, nous aurons à vérifier les actifs et les passifs des deux associations. D'accord. Et je précise aussi un truc, si tu me permets. Vas-y d'abord. Non, mais je t'en prie. D'abord toi, tu as commencé. Allez, vas-y, excuse-moi. Donc nous reprenons les actifs et les passifs de ces deux associations, les contrats divers et variés que la ou les associations auront passé, elles aussi, et on va remettre tout ça droit, d'où la nécessité, si vous avez fait attention, de décider que la dotation initiale sera déterminée ultérieurement. Pourquoi on ne le spécifie pas aujourd'hui? C'est qu'on ne connaît pas la situation précise et financière qui aura lieu au moment de la création de la régie, c'est-à-dire théoriquement le 1er mars 2024. Et c'est seulement à ce moment-là qu'effectivement on aura une réalité comptable sur l'ensemble et de la dotation initiale qu'on aura à mettre ou pas dans cette affaire. Pourquoi c'est important? Puisque une régie, je pense que vous le savez, M. Forquignon, elle a une dotation initiale par la ville et ensuite elle est autonome financièrement et juridiquement. Et la ville, comme on le fait avec la régie Vittelsport par exemple, pour ceux qui s'intéressent à la question, la ville n'abonde jamais à la régie Vittelsport puisqu'elle n'en a simplement pas le droit. Les régies vont devoir avoir une vie autonome, juridique et financière. C'est donc dans toute cette discussion financière qui va avoir lieu, qui va s'ouvrir là, avec les associations ou l'association qui seront volontaires pour rentrer dans ce système de régie et leur permettre cette autonomie financière. Évidemment, il sera donc à ce moment-là important d'avoir pour les deux associations la réalité des comptes des deux associations ou de l'association qui voudra bien intégrer dans la régie. À cette heure-ci, nous on est bêtement peut-être légaliste, on attend qu'on nous transmette des comptes, on ne va pas vous cacher qu'on n'a pas rentré en contact avec l'association de gestion des golfs du Hazeau et de Vittel, pardon, donc Hermitage, et pour une bonne et simple raison, c'est que une grande partie des membres sont des membres du conseil municipal, donc on connaît la réalité des comptes, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Par contre, on est aussi légaliste, il y a des statuts à respecter, une assemblée générale qui doit approuver des comptes, et c'est seulement quand l'assemblée générale a approuvé les comptes qu'ils deviennent publics. Dit autrement, M. Forquignon, la régie autonome, la variable d'ajustement, c'est le niveau de cotisation. Que ça soit en haut ou en bas. Mais ça doit être équilibré à la sortie. Ou d'autres revenus qu'une régie peut avoir en activité commerciale, puisque c'est un établissement industriel et commercial. Alors effectivement, il y a le niveau de cotisation, mais il y a d'autres sources de revenus d'un point de vue commercial qui sont possibles, avec des partenariats qui peuvent être mis en place avec divers acteurs, divers et variés. Par exemple, pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, on va dire ça comme ça, avec certains partenaires touristiques qui pourraient s'intéresser à la station de Vittel, qui pourraient effectivement entrer aussi dans cette logique-là par rapport à des produits commerciaux qui pourraient être développés en lien avec la régie, comme le fait la régie Vittelsport, qui est un établissement commercial au service de la ville et qui développe des activités commerciales en vendant ses stages ou en faisant d'autres produits. D'ailleurs, ça fait partie des axes importants de développement de la régie Vittelsport pour l'avenir, d'avoir à développer aussi des produits différents de ce qu'elle faisait jusqu'à aujourd'hui en termes de stage, justement pour aborder un certain nombre de marchés financiers qu'elle n'a pas exploré jusqu'à aujourd'hui. Ce sera la même discussion pour la régie Golf, d'avoir à explorer aussi tous ces marchés financiers. Je le répète, les personnes qui intégreront la régie auront la responsabilité de la rendre autonome financièrement. Alors, je vous remercie de toutes ces précisions.
Donc, est-ce que l'on peut dire que la question qui est posée ce soir se résume à est-ce que l'on crée une régie Ou pas. Oui ou non? Ou pas. C'est ça. C'est exactement ça. Deuxièmement, C'est exactement ça. à partir du moment où les comptes seront rendus publics, j'aurais aimé que ces comptes, même si c'était en off, ne soient communiqués, parce que s'il y a des membres du Conseil qui le sont, en tant que membres du Conseil aussi, je pense qu'en off, j'insiste, on pourrait peut-être avoir une idée aussi. Mais est-ce que l'on peut dire que, au regard des conditions financières et au regard des passifs des associations qui pourraient rejoindre la régie, à ce moment-là, le conseil municipal sera appelé à se déterminer pour dire oui ou non, on accepte. Si on trouve que les passifs sont excessifs, refuser de les intégrer, ou quelle sera la liberté qu'aura cette régie de pouvoir décider si oui ou non on accepte ce qui est proposé? Alors, là, on est aujourd'hui, on crée la possibilité de l'outil juridique. Point. On est là. Point. Va s'engager une phase de discussion, de mise au point, etc., avec les différentes personnes qui voudront bien rejoindre la discussion. D'accord? Dans un second temps, le conseil municipal sera de nouveau appelé, de fait, à délibérer sur cette régie et en particulier sur la dotation initiale dont on a parlé, puisqu'on le précise bien, sera déterminée ultérieurement. Donc de fait, il y aura une deuxième délibération au moins pour préciser cette dotation initiale. On a un certain nombre aussi de points juridiques qui sont encore en cours de vérification, et Monsieur le maire l'a précisé auprès de la trésorerie, d'une part, et auprès de nos services juridiques, par rapport aux statuts qui vous sont proposés ce soir, ou qui pourraient peut-être avoir à être clarifiés pour un certain nombre de points qui sont purement des arguties juridiques et administratives. Et là aussi, le conseil municipal, dans cette même deuxième délibération, aura peut-être à approuver une modification statutaire. Aujourd'hui, on ne crée que l'outil juridique et la mise en place de cet outil juridique, justement pour permettre cette existence de régie. Évidemment, toute la phase de mise en place administrativo-financière reste à faire. D'accord. Donc on peut envisager, on peut donc comprendre que la dotation initiale que la ville serait appelée à voter correspondrait à l'épuration des passifs potentiels. Non, sûrement pas. La dotation initiale, évidemment, elle prend en compte l'éventuel passif des différentes associations éventuelles, hein, mais surtout, elle doit prendre en compte les budgets prévisionnels des années futures, d'accord, et pour essayer de donner les moyens à cette régie d'avoir à supporter cette autonomie financière, d'accord. Tout ça dans un plan qui doit être organisé avec les protagonistes qui rentreront dans la régie, qui doit déterminer un espèce de, alors à la mode américaine, un espèce de business model, et avec une dotation qui sera, comme on l'a fait pour la régie Vitel Sport en sortant en 2012, une première dotation financière. Ensuite, la régie devient autonome financièrement. Donc il n'y a pas que les histoires de passifs ou pas, c'est plus l'avenir qui compte. Évidemment, il faudra prendre en compte le passif éventuel, s'il y en a. Nous verrons s'il y en a. Des deux côtés ou pas? Des deux côtés. Et je pense qu'on aura des surprises sur les calculs. Toujours est-il que le problème, ce n'est pas tellement le passé, c'est l'avenir et la sécurisation financière sur la base d'un engagement que prendront les personnes qui vont entrer dans cette régie avec les différents protagonistes, justement sur un plan prévisionnel de dépenses et de recettes pour cette régie. D'accord, merci. Un autre point, vous avez dit que les gens qui allaient faire partie du conseil d'administration de cette régie avaient déjà été définis. Alors c'est la loi, c'est la loi. C'est-à-dire qu'il y a 7 personnes, émanant 12 personnes qui doivent être désignées par le conseil municipal, dont 7 qui émanent des rangs du conseil municipal, c'est la loi, et 5 qui seront des représentants du tourisme local ou du monde sportif et associatif, etc. Ça, c'est la forme de la désignation. Oui. Mais est-ce que les gens ont déjà été désignés? Pour les membres du conseil municipal, on va les désigner ce soir.
ce soir. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question, excusez-moi, qui devient ING dans cette affaire? Pardon. ING, qu'est-ce qu'ils existent encore Prestataire de Ah, service. elle reste comme elle l'est aujourd'hui, le prestataire de service, elle est actuellement la prestataire de service de l'association des golfs de Vittel, et dans le formule de régie, elle restera la prestataire de Comme service d'une régie, comme ça existe dans Ni plus d'autres ni moins. régies. Et, voilà, c'est pas, on n'invente pas un modèle extraordinaire, hein, ça existe à plein d'endroits en France, les régies golfiques. Hein. C'est exactement les mêmes modèles partout, à peu de choses près. Voilà. Alors, je vais poser une question un peu naïve, je pense que je n'aurai pas la réponse, la question est sûrement trop naïve, mais comment peut-on espérer que le golf Hermitage, enfin on l'appelle comme on veut, n'est pas un lourd passif au vu du nombre d'adhérents et au vu du coût d'entretien du golf? Alors, ce que vous oubliez de dire, c'est que le Club Med, ça a fonctionné 8 mois et demi à partir Non, de mais là. Non, attendez, je parle madame. du passé. S'il Du vous plaît. passé. Oui, mais il faut se projeter quand même dans l'avenir. Non parce mais que bien si- sûr, mais l'avenir, Bon, Madame Zay. le passé crée l'avenir aussi, S'il vous plaît. excusez-moi. hein. S'il vous plaît. Vous avez entendu ce qu'on vous a dit. Déjà, une délibération peut être démontée par une autre délibération. Premier point. Deuxième point, on n'ira pas sur les niveaux que vous espérez pour les deux golfs d'aide de la part de la commune. Il faut être très clair aussi avec vous. Mais j'espère rien, moi. Ah non, non, vu ce que vous dites. Et puis le troisième point que vous oubliez, c'est que les terres vont fonctionner presque 11,5 mois sur 12. D'ailleurs, le permis de construire est affiché, je pense que vous avez vu, sur le palmarium. Eh ben, je vous invite à aller du côté de la guitoune du Palais des Congrès, et puis vous verrez les deux beaux permis de construire, à la fois pour le Grand Hôtel et le palmarium. Je veux dire, ce carcan-là, c'est un carcan juridique, c'est simplement la création d'une régie autonome. On fait ou on ne fait pas, on veut ou on ne veut pas. Voilà, et après vous aurez la suite qui viendra, avec certainement les apports qu'on mettra dedans, pas à des niveaux extraordinaires, la possibilité d'avoir plusieurs golfs, voilà, et le tout s'équilibrera à un moment ou à un autre, puisqu'on vous l'a expliqué, Patrick Floquet vous l'a dit, parce qu'une régie autonome, elle doit être autonome financièrement, compris les passifs des uns et des autres. Et c'est quoi qui va gérer tout ça, qui va équilibrer tout ça? Ça sera le niveau de cotisation, simplement. Voilà, madame. Comme on le fait actuellement avec la régie Vittel Sport, quand on développe effectivement une commercialisation, c'est exactement la même chose de stage ou d'autres choses. La régie Vittel Sport, chaque année, elle étudie son budget prévisionnel, voire elle essaye même d'étudier des budgets prévisionnels de plusieurs années à l'avance pour justement se projeter dans des tarifs corrects par rapport à ces stages. Elle négocie la régie Vittel Sport, puisque c'est le cas pour elle, ces niveaux de loyer et de prestations avec la ville. Et là, effectivement, il y a des flux financiers parce que la régie Vittel Sport, elle habite chez la ville. Donc c'est normal que nous ayons un loyer et qu'en retour, la régie Vittel Sport paye l'utilisation de nos installations sportives. Là, on sera dans un cadre différent, puisque pour actuellement l'association du golf de l'Hermitage, puisqu'on va l'appeler comme ça, elle n'habite pas chez la ville, donc elle se débrouillera avec les contrats qui va la lier, la régie, avec le propriétaire, en l'occurrence la société Agrivert actuellement. Si tant est que le golfe du Hazeau est intéressé pour rentrer dans la régie, là aussi, il faudra que la régie discute avec, pour le coup, la ville, comme on le fait avec la régie Vittel Sport par rapport à l'utilisation des locaux qui, aux dernières nouvelles, et des terrains appartiennent à la ville, qui est donc son propriétaire. Là aussi, il y aura loyer, paiement d'une redevance d'utilisation, enfin, rien d'extraordinaire par rapport à la régie Vittel Sport d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Simplement, la chose qui va changer, c'est que tout le monde sera autonome financièrement. Et équilibré à un moment ou à un autre. Juste une dernière question. Pourquoi a-t-on fait une association qu'on n'a pas commencé par faire une régie? Alors, vous avez la réponse dans la question, c'est que nous avons été obligés de créer cette association, rappelez-vous, vous en souvenez peut-être pas, dans la précipitation et l'urgence pour faire face justement à la difficulté de la fermeture à l'époque du bâtiment Hermitage et de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, du fait que personne ne s'était occupé clairement de savoir de l'avenir du golf, et il a fallu en 2 mois trouver une situation pour faire en sorte de trouver, 2 mois j'exagère, 4 mois, de trouver quelqu'un qui veut bien s'en occuper, une structure pour le faire tourner, et faire en sorte que tout ça fonctionne pour l'avenir économique de cette situation et surtout touristique. 3 mois, la seule solution qu'on avait, c'est de créer une association. Une régie, il faut à peu près
si tout va bien, 6 mois pour la créer. À cause d'arguties administratives et juridiques, ça se déclare aux impôts, il faut un numéro SIRET. Il faut ensuite, puisque la régie va être gérée par la trésorière de la Vitel, comme toutes les régies, d'accord. Donc il faut aussi une autorisation de la part de la Direction Générale des Finances Publiques, etc. Vous connaissez la France. Bref, au moins 6 mois si tout va bien. Techniquement, si on n'avait pas, C'était simplement pas possible. techniquement, si on n'avait pas mis en place cette association, Il y avait pas de peut-être, et peut-être que Club Med ne serait pas resté. Donc voilà. Enfin, ça c'est un autre débat et on ne va pas refaire l'histoire Voilà. aujourd'hui. Oui. D'un point de vue concret, on n'avait simplement pas la possibilité de la créer parce que juridiquement c'était trop complexe et trop difficile à créer en si peu de temps. Voilà, merci. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer. On va passer aux membres. Patrick, les noms. Alors, au conseil municipal. les conseillers municipaux qui seraient proposés pour être désignés dans cette régie seraient Madame Nicole Charon, Monsieur Olivier Simonin, Monsieur André Auchamp, Monsieur Francis Marquis, Monsieur Franck Perry, Monsieur Daniel Gornet et Monsieur Patrick Floquet. Je précise tout de suite que Monsieur Olivier Simonin est proposé par le conseil municipal parce que dans les jours qui viennent, il démissionnera de la présidence de l'association des golfs Hermitage. Voilà. Y a-t-il d'autres candidats? On passe au vote. Qui est contre? Pourquoi pas Bernard? Il n'a pas, il ne s'est pas exprimé. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. 2 abstentions. Vous pouvez demander aux 2 présidents de revenir, s'il vous plaît, Michel. Point suivant, qui concerne l'éducation, avec l'organisation du temps scolaire. Merci Monsieur le maire. Donc, effectivement, point suivant. Donc, on va parler de l'organisation du temps scolaire. Un petit rappel historique. Jusqu'à 2018, une semaine d'école était sur 5 jours, donc avec notamment le mercredi matin. De fait, le périscolaire était adapté selon les horaires scolaires. En 2018, on a eu la possibilité, le gouvernement nous a laissé le choix de pouvoir repasser une semaine de 4 jours. À l'époque, nous avions consulté les parents d'élèves, les conseils d'école. S'il vous plaît. Tout le monde avait souhaité repasser à la semaine de 4 jours, donc en enlevant le mercredi. Et de fait, on avait réadapté toutes les activités périscolaires sur ce nouveau temps scolaire. Et donc notamment avec un PEDT, projet éducatif territorial, qui avait été réadapté en fonction de l'organisation du temps scolaire. Entre-temps, ce temps scolaire doit être revoté tous les 3 ans. En fait, c'est la direction académique qui nous demande de se repositionner sur nos horaires. Et donc on l'a fait en 2021, et là on doit le refaire pour 2024. Encore une fois, on a consulté les 4 conseils d'école, leur demander leur avis, s'ils souhaitaient modifier leurs horaires ou non. Tout le monde a souhaité rester sur ces horaires-là, y compris les parents d'élèves. Donc la commission s'est positionnée le 23 novembre dernier favorablement pour rester sur ces horaires-là. S'il vous plaît. Voilà, monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant avec Ghislaine Cossin qui concerne le dispositif BAFSA Q0 avec l'élargissement des bénéficiaires. Effectivement, donc, par délibération le 6 avril 2023, on avait approuvé donc, le dispositif BAFA Q0. Pour mémoire, ce dispositif propose 5 candidats vitélois âgés de 17 à 22 ans. Les ressources dont les ressources doivent être inférieures à 1 300 €. Le coût de cette formation est pris en charge donc, effectivement par la ville. Alors pourquoi cette modification ce soir? Au vu du faible nombre de candidatures que nous avons eues, et afin de permettre d'atteindre le nombre maximal de candidats, il est proposé d'étendre ce dispositif à des bénéficiaires, sachant donc aux jeunes des communes extérieures. Les 5 candidatures retenues seront priorisées par leur lieu d'habitation, tout d'abord les Vitélois, puis les habitants du territoire de la communauté de communes, et ensuite les autres communes. Les critères d'accès au dispositif et les modalités de prise en charge par la ville demeurent inchangés. Donc ce soir, on vous demande d'approuver cette nouvelle disposition. C'est un dispositif qui intéresse non seulement les jeunes Vitélois, mais aussi un petit peu les personnes du secteur. Bien évidemment, il y a un intérêt pour la ville,
puisque vous avez compris qu'il y a quelques difficultés à recruter des BAFA dans certains domaines, donc ça serait une opération gagnant-gagnant. Voilà, mesdames, messieurs, il y a des observations, des remarques. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, vote à l'unanimité. La gestion de l'eau avec le lancement des demandes d'autorisation sur 2 forages rétrocédés par Nestlé Waters. Monsieur Thierry Ledzinski va être à la manœuvre et vous expliquer ce qu'il en est exactement par rapport à cette délibération. Thierry. Merci Monsieur le maire. Le protocole d'engagement volontaire signé en fin d'année 2020 engage notamment la société Nestlé Water Supply Est et la ville de Vittel dans un projet de rétrocession de forage. Il prévoit également la mise en œuvre d'une interconnexion permettant la sécurisation des réseaux de distribution d'eau des villes de Vittel et Concarneau-Séville. Le projet de SAGE des GTI impose une réduction des volumes prélevés dans la nappe des grès du tri inférieur, le GTI, nappe dans laquelle l'intégralité de l'eau distribuée aux abonnés vitellois est pompée actuellement. Dans ce contexte, la ville a engagé dès la fin de l'année 2020 des discussions avec Nestlé Waters. 2 forages puisant de l'eau dans la nappe des Muchelkalk pourraient être rétrocédés à la ville de Vittel pour un volume de 300 à 350 000 m3 par an. Ce volume permettrait à la ville de Vittel de transférer une partie de ses prélèvements d'eau de la nappe des GTI vers la nappe du Muchelkalk. Conformément à la réglementation en vigueur, il est donc nécessaire de demander d'une part l'autorisation de dériver l'eau prélevée dans le milieu naturel auprès des services de la police de l'eau et de la DDT, d'autre part l'autorisation d'utiliser l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine, puis la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et l'établissement des périmètres de protection près de l'ARS. Pour les points d'eau suivants, donc forage sur Yoville 4, forage source Gabin. Afin d'assurer l'alimentation de la commune de Vittel en eau destinée à la consommation humaine. La déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des périmètres de protection est indispensable à l'acquisition des terrains constituant le périmètre de protection immédiate, si la collectivité n'en est pas propriétaire, et pour instaurer les servitudes légales sur les terrains constituant les périmètres de protection rapprochés et éloignés, afin de préserver le ou les points d'eau contre toute pollution éventuelle. Dans un premier temps, il convient de faire réaliser les analyses d'eau réglementaires par un laboratoire d'analyse agréé, puis de mandater un bureau d'études ayant compétence en hydrogéologie afin de réaliser le rapport hydrogéologique préalable à la notice d'incidence. Des réalisations de ces documents et en application de la réglementation en vigueur, il est nécessaire de solliciter la nomination d'un hydrogéologue agréé auprès de l'ARS. Enfin, après définition des périmètres de protection, il conviendra de commander l'intervention d'un cabinet de géomètre en vue de l'établissement des plans et états parcellaires nécessaires à l'enquête publique et éventuellement parcellaire. Les frais correspondant à ces prestations, soit environ 50 000 €, et ceux qui découleront de l'institution des servitudes d'utilité publique, indemnisation des tiers, travaux de mise en conformité, peuvent être subventionnés par l'agence de l'eau rameuse. Après avis de la commission fluide réunie le 30 novembre 2023, le conseil municipal est appelé à demander l'autorisation de dériver l'eau prélevée dans le milieu naturel, de demander l'autorisation d'utiliser l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine, de demander la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et l'établissement de la déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des captages suivants, forage de Sur-Yoville 4 et forage source Galien, de demander l'ouverture de l'enquête publique éventuellement parcellaire en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux avec détermination des périmètres de protection, de faire réaliser les études, analyses, plans et états parcellaires nécessaires à l'instruction de cette procédure, de solliciter l'avis d'un hydrogéologue agréé auprès de l'Agence régionale de santé pour définir les périmètres de protection et d'évaluer la vulnérabilité des captages, de faire réaliser les plans et états parcellaires nécessaires à l'instruction de cette procédure conformément à l'avis de l'hydrogéologue agréé, de décider d'acquérir en pleine propriété par ordre d'expropriation à défaut d'accord amiable les terrains nécessaires à la réalisation des périmètres de protection immédiate et de passer une convention de longue durée, de décider de réaliser des travaux de mise en conformité proposés par l'hydrogéologue agréé, d'indemniser le cas échéant les usagers de tout dommage qu'ils pourront prouver leur avoir été causé par la dérivation des eaux, d'indemniser les tiers détenant des droits reconnus dans les périmètres de protection mis en place à l'issue de la procédure, dans la mesure où les servitudes nécessaires pour assurer la protection des eaux destinées à la consommation humaine entraînent à leur égard un préjudice direct, matériel et certain. S'engager à inscrire au budget de l'eau les crédits destinés au règlement des dépenses inhérentes à cette procédure,
aux mesures prises pour assurer la protection des eaux, sont nécessaires pour couvrir les frais d'entretien, d'exploitation et de surveillance des captages de leur périmètre, et ceux nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement et de mise en conformité prescrits par le rapport préparatoire. De solliciter les aides financières de l'agence de l'eau rameuse, tant au niveau de la phase technique et phase administrative qu'au niveau des travaux d'aménagement et de mise en conformité et des indemnisations éventuelles de servitude. Sachant que ces aides financières peuvent monter jusqu'à 80%. Ça sera le cas. Confier à l'Agence régionale de santé Grand Est des délégations territoriales des Vosges l'instruction de la procédure de déclaration d'utilité publique, de donner pouvoir à Monsieur le maire d'entreprendre toute démarche et signer tout document nécessaire à la construction du dossier relatif à cette procédure. Merci Thierry. Donc affaire qui est, je dirais, dans la suite et dans la lignée de tout ce qu'il y a eu sur rétrocession des forages. Vous avez compris, tu peux couper ça. Vous avez compris que l'objectif est bien évidemment de diversifier notre apport en eau, étant entendu que voilà, le but est de revenir à l'équilibre le plus rapidement possible. Et je pense qu'on n'est pas loin sur le JTC, et puis de faire les demandes un petit peu partout pour avoir des subventions et des aides, notamment de la part de l'agence de l'eau, et notamment aussi demander les enquêtes publiques et aussi les autorisations de prélèvement au niveau de l'ARS. Voilà, mesdames, messieurs, est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 13 qui concerne le patrimoine avec la dénomination d'une voirie, et c'est Madame Picard qui va s'en charger. Oui, dans le cadre du programme Bourg-Centre, la ville de Vittel a engagé un projet de restructuration des abords immédiats de la rue de Verdun, avec la création d'une rue parallèle à la rue de Verdun, permettant le désenclavement du centre commerçant. À la demande du service des impôts et au signalement de l'inexactitude de l'adresse de cette rue, désignée rue collatérale par certains propriétaires de garages, il est proposé de dénommer cette voie publique rue du Moulin du Bas. Donc le conseil municipal est appelé à dénommer cette voie publique rue du Moulin du Bas. Rien de transcendantal. Est-ce qu'il y a des remarques et des observations? Donc, visiblement, elle n'était pas attitrée, cette partie-là, qui est bien connue des Vitellois. Voilà, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Patrimoine avec des échanges de parcelles et une régularisation. Et en l'absence de M. Auchan, c'est M. Gornet qui prend les dossiers de M. Auchan. M. Daniel Gornet, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. En 1992, un échange de parcelles a été envisagé entre la commune de Vittel et les consorts Girardel, sans jamais être formalisé. Cet échange de parcelles devait permettre l'aménagement de l'allée Parot, réalisé depuis. Il est donc proposé au conseil municipal de régulariser cet échange dans les conditions suivantes. Parcelle cédée à M. et Mme Girardel, la parcelle AQ570 d'une surface de 21 m², de parcelles cédées par la commune 568 d'une surface de 28 m², la 564 d'une surface de 86 m². Compte tenu de l'ancienneté du dossier et de la méconnaissance des accords qui ont prévalu, l'échange se fera sans soulte. L'évaluation du domaine est référencée 2023 88 516 72 462. Les frais de géomètre et les frais notaires seront partagés entre la commune et les consorts Girardel. Le conseil municipal est appelé à approuver la régulation de cet échange de parcelles entre la ville et M. et la mairie de Girardel dans les conditions subventionnées et autoriser M. le maire à signer l'acte de vente dont la rédaction sera confiée à l'étude notariale de Vittel. Merci Daniel. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est l'héritage, avec 2-3 bricoles qu'on découvre au fur et à mesure des années. Donc celle-ci, et voilà, il est demandé simplement est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça, des observations. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Le patrimoine toujours avec la renonciation à une serviture de nom edificanti, parcelle cadastrée, section H. Toi, je suis sympa avec toi. 114. Daniel? En date du 31 mars 1981, la ville de Vittel a vendu au consort Baudouin la parcelle cadastrée section AH numéro 114, riveraine de la parcelle AE numéro 1 leur appartenant, avenue Georges Clemenceau. Cette cession était assortie d'une servitude de nom edificanti. Madame Baudouin est sur le point de vendre sa propriété. Un garage ayant été construit sur la parcelle AH numéro 114, il est proposé de renoncer à la servitude de nom edificanti afin de régulariser la situation. Encore un cadavre.
Le conseil municipal est appelé à renoncer à la servitude concernant la parcelle H, c'est-à-dire à titre de régularisation, et autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Merci à vous. Le PLU et surtout les modifications et ce type d'actes sont quand même... il y a un recensement et on voit bien qu'on est en train d'écrimer quelques dossiers qui étaient présents par rapport au passé. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Point suivant, qui est la cession de parcelle. Oui, Daniel. C'est la cessation de parcelle AB numéro 795 en Duvrin. Par délibération du 5 octobre 2023, là c'est un peu plus récent, le conseil municipal a approuvé la cession d'une partie de la parcelle AB numéro 795, située à l'arrière de la rue Salomon, au profit de 2 propriétaires riverains. Par courrier du 17 octobre 2023, M. et Mme Romain Renès souhaitent à leur tour acquérir la partie de la parcelle cadastrée AB numéro 781, située au droit de leur propriété. Il est donc proposé d'accéder à cette demande en leur cédant une partie de la parcelle AB 795 pour une surface totale d'environ 210 m² à définir par le géomètre au prix de 5 € hors taxe le mètre carré. L'estimation du domaine est référencée. Les frais de géomètre et notaire seront à la charge des acquéreurs. Le conseil municipal est appelé à approuver la cession d'une partie de la parcelle AB 795 pour une surface totale d'environ 210 m² à définir par le géomètre dans les conditions subventionnées et autoriser M. le maire à signer l'acte de vente dont la rédaction sera confiée à l'étude notariale de Vitel. Voilà. Je vois qu'il est très connecté avec son micro. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Des observations? Ça doit être ton pacemaker en fait qui fait l'interférence avec le micro. Non, plus sérieusement, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui est important aussi et fondamental pour l'avenir de Vitel, qui concerne l'acquisition d'actifs dans le parc thermal. Donc, par courrier du 20 novembre, le président de la nouvelle société Vitel SAS confirme la proposition cédée à la commune certains actifs dont cette société est propriétaire dans le parc thermal. En premier lieu, on vous cite les parcelles. Bon, pour faire simple, je ne vous donne pas un numéro de parcelle, mais il y a l'exèdre de musique. Il y a le parcours du mini-golf avec le bâtiment chalet mini-golf, enfin l'édicule. Il y a le chalet des boules, si cher à nos associations de boules. Le haut tennis, ou le gros chalet du tennis. Le tennis et les chalets du tennis, c'est le petit chalet vert avec les cours de tennis. C'était le premier chalet initial de l'ensemble des terrains de tennis. Et 11 cours de tennis qui sont un peu plus loin, qui sont du côté du centre équestre, le tout pour un prix de 350 000 €. Et en second lieu, la cession à titre gratuit de l'ensemble immobilier qui concerne le mini-club, le baby-club, le chalet des enfants, le chalet des jouets, implanté sur les parcelles que vous savez. La ville renoncerait à toute finalité spéculative sur ces parcelles et une donation sera faite et les gérera en bon père de famille au profit des enfants. Pour faire clair, une estimation avait été faite par les domaines, on est à 1,2 million d'euros pour l'ensemble. Et avec les conditions, il vous est proposé de racheter le tout pour un prix de 350 000 €. Afin de pouvoir finaliser l'acte notarié début 2024, le conseil municipal est appelé à approuver la cession, d'une part, des parcelles, à s'engager à inscrire les crédits nécessaires et à autoriser M. le maire à signer tout document et entreprendre toute action nécessaire. Y a-t-il des remarques ou des observations? Oui, M. Forquignon. Qu'est-ce que la ville va faire de ça? Je ne dis pas qu'il ne faut pas... On n'a pas trop de commence. Je comprends le projet de racheter. Quelle va être la finalité? Alors, je vais donner la parole à Mme Charon, mais les commissions avaient expliqué tout ça. Nous avons déjà pris contact avec tous nos partenaires touristiques qui sont intéressés. Par exemple, pour les tennis, le Club Méditerranée souhaite gérer 6 cours de tennis. Donc, ils vont les louer, ils vont les entretenir
Et voilà. Donc après, il y a des autres partenaires avec qui nous sommes en contact. France-Terre, notamment. Pour le mini-golf, ce sera très certainement l'Office de tourisme, comme c'est actuellement. Pour toute la partie boulodrome, il y a les 2 clubs, pétanque et boule, qui sont bien sûr concernés et qui nous aident à entretenir, par exemple, les toilettes. Et puis sur la partie enfant, bien évidemment, au lieu d'aller à Maximois, il y aura quand même des endroits qui sont un peu plus sympathiques, et vous l'avez vu cet été, puisqu'il y avait des enfants qui y allaient déjà, pour pouvoir utiliser ces endroits-là. Oui, voilà. Une question un peu idiote encore, mais comment les domaines ont pu estimer 1,2 million et vous les obtenez à 350 000, c'est votre talent de négociateur ou... Exactement, Mme Zaï, je vous remercie du compliment. Bah, Merci. C'est trop sympa ce soir. Ça doit être la fin d'année. Merci à vous. Si je puis me permettre plus sérieusement, puisque dans tout ça, effectivement, c'est l'objet d'une négociation, vous aurez noté, qu'il y a bien une donation. C'est une volonté des actionnaires du groupe Prolaco, dans le cadre de la discussion globale qui avait eu lieu à l'époque. Ils avaient donné leur intention à l'époque de pouvoir faire une donation à la ville d'un certain nombre d'éléments, dont en l'occurrence ils sont désignés cette fois-ci. C'est bien une volonté des actionnaires. La décision aussi du prix final, là aussi, c'est bien une décision des actionnaires de faire en sorte que la ville de Vittel acquiert c'est pour ce prix-là. Évidemment, ça fait l'objet d'une négociation. Évidemment, ils ont un intérêt à se défaire de l'ensemble de ces actifs, parce que de fait, peu de personnes auraient la volonté de vouloir les acheter. Nous avons un intérêt, nous, à prendre ces actifs, justement dans le cadre de négociations, parce que comme maintenant ils deviennent la propriété de la ville de Vittel, la ville de Vittel va pouvoir en faire 1, ce qu'elle en veut, 2, les louer, 3, trouver des revenus sur ces parcelles, évidemment, parce que Club Méditerranée ou d'autres, rien ne sera plus gratuit, tout sera payant. Là aussi, l'objectif, c'est trouver quelques sous pour équilibrer tout ça. Merci Patrick. Et puis bien évidemment, c'est pour montrer aussi, comment dire, il y a eu des négociations qui ont été âpres, et je veux dire, par un moment, c'était monté en tension entre les parties, et l'objectif est bien évidemment de montrer aussi qu'ils sont attachés au projet qui est développé sur Vittel. Voilà, Madame Nazaire. Y a-t-il d'autres remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, et je vous en remercie. Pôle public avec la convention de remboursement des frais d'énergie avec Vittel Invest, ça tombe bien, M. Floquet parlait d'argent. Donc la convention de remboursement est en route. La convention de remboursement, il s'agit simplement d'une régularisation, puisque justement dans le cadre de l'acquisition par les différentes parties des différents bâtiments, les uns par Vittel Invest, les autres par l'indivision région, département, ville. Entre le moment où il a été acquis et le moment où on devrait pouvoir enfin réussir à séparer les lignes électriques, c'est la ville qui a continué à payer les factures des uns et des autres, et donc on leur demande gentiment de nous rembourser ces frais d'énergie, en particulier à Vittel Invest. La même discussion aura lieu avec l'indivision, mais là c'est plus simple puisque c'est nous plus 2 collectivités territoriales. Et là, on est obligé de faire une convention de remboursement des frais d'énergie avec Vittel Invest, et donc d'avoir à approuver les termes de cette convention. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Le but du jeu, c'est de se faire rembourser. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au volet travaux, et en l'absence, toujours pareil, d'André Auchan, la convention de servitude avec Enedis. Daniel Gornet va vous expliquer un petit peu la tenue de cette délibération. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique du district public de la commune de Vittel, Enedis doit réaliser des travaux sur des parcelles appartenant à la ville de Vittel. On lui dit le lycée, le haut de Folle et du haut du Folle, donc 3 parcelles. Ces travaux consistent à l'établissement de l'heure d'une bande de 1 mètre de large, d'une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 5 mètres, d'une bande de 3 mètres de large, de 3 canalisations souterraines sur une longueur d'environ 85 mètres, l'établissement si besoin de bornage et repérage, l'encastrement de plusieurs coffrets et accessoires, l'élagage, l'enlèvement, l'abattage et le dessouchage de toute plantation,
l'utilisation des ouvrages désignés ci-dessus et la réalisation de toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution électrique. À titre de compensation forfaitaire, Enedis s'engage à verser à la ville une indemnité unique et forfaitaire très importante de 20 €. Merci Daniel, tout ça pour ça. Donc, le conseil municipal est appelé à approuver les projets de convention et autoriser monsieur le maire à signer ces conventions. Y a-t-il des remarques? On passe au vote. Oui, monsieur Forquignon. Est-ce que l'obtention des 20 € c'est dû aussi à vos capacités réglementaires? Là, c'est réglementaire, on n'a pas le choix, monsieur Forquignon. Je ne peux pas tout, vous comprenez bien, je ne suis qu'un pauvre homme. Merci. D'autres remarques? Je vous remercie, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, vote à l'unanimité. L'environnement, alors là c'est pareil, monsieur Grégoire n'étant pas présent, c'est moi qui vais présenter cette délibération. Bon, c'est une classique, hein. Vente de grumes façonnées et partage en nature des autres produits aux affouagistes et la vente en bloc et sur pied. Donc vous avez deux modèles, le premier, enfin deux sous-délibérations avec la vente de grumes façonnées et partage en nature des autres produits aux affouagistes. Donc l'Office national, l'ONF, propose de fixer la destination des produits issus des parcelles. Alors vous les avez, hein, 55, 58 et 61, y compris les produits accidentels de parcelles diverses, vente de grumes façonnées au cours de la campagne 2024-2025 et le partage en nature des autres produits ou pieds ou petits bois entre les différents affouagistes au cours de cette campagne 24-25. Par ailleurs, le conseil municipal est appelé à laisser à l'Office national des forêts le soin de fixer les découpes dimensionnelles, de décider de répartir l'affouage par feu et de désigner messieurs Grégoire, Marullier et Perquin en qualité de garants responsables, de fixer un délai unique d'exploitation de façonnage, à l'expiration de cette date, les affouagistes pourront être déchus de leurs droits, fixer le prix unitaire de ster à 7 €, approuver le règlement d'affouage pour cette campagne, de décider d'accepter la vente en contrat d'approvisionnement des produits et d'autoriser monsieur le maire à signer les contrats et conventions correspondants. Et enfin, sur la partie vente en bloc et sur pied, suite à la proposition donc, de l'ONF, le conseil municipal est appelé à décider de la vente sur bloc et sur pied des produits des parcelles 31, 32, 37, vous les avez en annexe, hein, document annexé, 90, 95 et 97I pour l'exercice 2024 par les soins évidemment de l'ONF. Y a-t-il des remarques? Des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ressources humaines avec le mandatement du centre de gestion et le lancement d'un nouveau contrat groupe d'assurance de risque statutaire 2025-2028 et l'adjoint en charge des ressources humaines va vous déployer l'ensemble des délibérations. Patrick? Alors, il s'agit d'une délibération qui a été évoquée en commission ressources humaines les jours derniers, donc je ne vais pas revenir en détail sur cette délibération. C'est simplement de la possibilité de mandater le centre de gestion des Vosges pour qu'il puisse lancer un nouveau contrat de groupe d'assurance pour les risques statutaires de nos agents, évidemment pour la période 2025-2028. Nous sommes actuellement dans le cadre d'un contrat de groupe et on demande simplement au CDG de pouvoir lancer ce nouveau contrat. Évidemment, l'intérêt que ce soit le CDG, c'est qu'il va le lancer pour plusieurs, de nombreuses, certainement, collectivités pour pouvoir acquérir des conditions de couverture de ce contrat plus intéressantes pour les dites collectivités. Ce mandatement donc a reçu l'avis favorable du comité social territorial et de la commission ressources humaines, tous les deux réunis le 28 novembre dernier. Merci Patrick. Y a-t-il des remarques, des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant RH qui concerne les frais de déplacement pour les agents. On modifie simplement une petite disposition pour simplement la clarifier puisqu'il y avait des petites discussions d'interprétation. C'est une délibération qui date du 3 décembre 2015 qui fixait ces modalités de remboursement des frais de déplacement pour les agents municipaux. On précise simplement un petit article à l'intérieur de cette délibération. D'une part, par rapport à l'endroit où tout ça prend effet en termes de délibération, soit la résidence administrative, soit la résidence personnelle en prenant la plus courte des deux. Petit point, premier petit point. Deuxième petit point, on précise que les remboursements seront effectués selon les tarifs en vigueur, puisque jusqu'à aujourd'hui il y avait des chiffres de notés, mais comme ces tarifs sont réévalués chaque année, ça vous évite d'avoir à modifier
Cette délibération, là aussi, ça a été approuvé par avis favorable à l'unanimité du comité social territorial et de la commission ressources humaines qui a été réunie le 28 novembre dernier. Merci Patrick. Des observations, des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier point qui concerne les ressources humaines avec la dernière délibération et notamment la convention de mise à disposition des personnels auprès des clubs sportifs. Alors là aussi, c'est une délibération habituelle, encore que. Petite modification cette année. Il s'agit donc de reconduire les conventions de mise à disposition du personnel municipaux, donc avec 2 clubs de la ville qui sont le club sportif de judo et la SRV gymnastique à compter du 1er janvier 2024 pour une durée d'1 an renouvelable 2 fois par principe de reconduction. Je dis encore que parce que jusqu'à aujourd'hui, on faisait un système de contraction du financement des mises à disposition et de la subvention. Dans cette nouvelle convention, si vous avez été attentif à la lecture de la convention, il est précisé que nous ne ferons plus ce système, mais que nous ferons un engagement de dépenses en direction de l'association trimestriel, qui viendra, ou pas d'ailleurs, à être abondé par la subvention quand ils la percevront. C'est-à-dire nous ne contracterons plus, la subvention, la mise à disposition sera payée par l'association, évidemment en grande partie remboursée par la subvention. Charge à l'association, c'est là où ça change, d'avoir à gérer ses heures et ses financements. Merci Patrick. Des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. On va passer sur les volets rapports annuels de délégataires et le volet touristique, et puis quelque chose de moins d'amour, les déchets, mais je donne la parole à Madame, sans amalgame ni relation d'idées, je donne la parole à Madame Charon concernant le rapport annuel du délégataire de service public du Palais des Congrès, exercice 2022. Alors, en propos introductif, je voudrais préciser que la date de clôture de l'exercice social sera fixée le 30 septembre de chaque année et pour la première fois au 30 septembre 2023. Donc les éléments de ce rapport que je vais vous présenter portent sur une période de 21 mois au lieu de 12 mois habituellement. Ceci sur le conseil de notre cabinet d'experts comptables. Alors, donc je vous rappelle les principales caractéristiques de ce contrat. C'est un contrat de délégation de service public qui a donc été confié à la SPL Destination Vittel Contrexiville pour une durée de 5 ans, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2025. Les missions de service public qui sont confiées pour le Palais des Congrès, la mise en valeur, la promotion et la commercialisation de l'équipement, l'accueil, l'initiation, l'organisation et le soutien d'événements et manifestations à caractère économique et culturel. Le développement d'une offre de services complémentaires, traiteurs, accès à d'autres espaces et salles, et enfin l'entretien courant du bâtiment. De plus, à la demande du délégant, c'est-à-dire la ville de Vittel, le délégataire devra mettre à sa disposition les équipements dont il a la gestion, notamment pour la réalisation de spectacles organisés par la ville. Mais ça, vous savez déjà toutes et tous. Les compensations financières annuelles versées à la SPL. Il y a tout d'abord une contribution de base qui est déterminée sur la base des surcoûts engendrés par les contraintes d'exploitation imposées par le délégant. Et cette contribution est fixée forfaitairement à 190 000 € par an, actualisable chaque année au 1er janvier, en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires. Donc pour 2022, il a été versé à la SPL 193 540 € et en 2023, 203 827 €. Éventuellement, il y a une contribution complémentaire lorsque les comptes de la délégation dégagent un résultat négatif qui dégrade la situation financière de la société dont la ville est actionnaire. Ensuite, il peut y avoir éventuellement une contribution complémentaire d'investissement si la ville demande au concessionnaire d'acquérir des équipements ou de réaliser des travaux d'amélioration. En contrepartie, il y a bien sûr une redevance annuelle
qui est versée par la SPL à la ville de Vittel. Tout d'abord, une redevance d'usage en contrepartie de la mise à disposition de l'équipement. Et compte tenu de ces caractéristiques, du degré d'exigence du délégant particulièrement important et du niveau élevé d'obligation pesant sur la SPL, la redevance est fixe et s'élève à 10 000 € hors taxes par an. Ensuite, il peut y avoir une redevance variable de 7% du bénéfice net pour la part supérieure à 20 000 € de bénéfice. Ce qui n'est pas le cas actuellement, je le précise tout de suite. Alors, le contexte, les faits marquants. Tout d'abord, il y a, comme vous le savez, la recentralisation de l'activité du Club Med sur le seul hôtel de l'Ermitage, un impact certain pour le Palais des Congrès, puisque nous passons à une capacité hôtelière de 1000 lits auparavant à 170 lits, ce qui est donc difficile d'organiser un congrès à l'heure actuelle. Et ce qui provoque une réduction du chiffre d'affaires de 30 à 40% environ, rien pour la partie Club Med. Sur l'année 2022, il y a eu 53 manifestations, dont 22 mises à disposition à la ville de Vittel, donc pour des spectacles, des réunions diverses pour des associations, etc. Cela a représenté 13 785 personnes accueillies, 384 nuitées seulement et 98,5 journées d'occupation. Ce qui, bien sûr, n'est pas le top, mais voilà. Les mouvements de personnel sur l'année 2022, sur les années 2022-2023. Le 7 novembre, il y a eu la prise de fonction du directeur de la SPL, Julien Thivet, que vous avez peut-être rencontré. Le 10 juin 2023, il y a eu la prise de fonction de M. Keller au poste d'agent polyvalent. Il remplace Daniel Richard, qui est parti à la retraite le 30 juin 2023. Et le 1er septembre 2023, Marie-Paul Didlot est partie en formation de reconversion professionnelle, un poste non remplacé à l'heure actuelle. Au niveau de la communication et du marketing, bien évidemment, il n'y a pas eu grand-chose de fait parce qu'à partir du moment où il n'y a pas d'hôtel, il n'est pas bon de trop promouvoir le Palais des Congrès. Mais il y a la page Facebook qui fonctionne bien puisque le nombre d'abonnés a augmenté. Nous sommes passés à 1100 abonnés, ce qui pour le Palais des Congrès est pas mal. Au niveau des insertions publicitaires, il y a le magazine Business Events qui est paru en avril, donc avec 55 000 exemplaires. Il y avait une présentation du Palais des Congrès, notamment. Et l'Agence régionale du tourisme du Grand Est, Explore Grand Est, qui a créé une page Vittel, donc une page de destination. Au niveau des éléments financiers. Vous voyez que les chiffres, bon, 2019, nous avions un résultat positif de 6 916 €. En 2020, moins 30 342 avec malheureusement la Covid qui a perturbé. Et 2021, 67 274 €. Alors, pourquoi ce chiffre élevé? C'est tout simplement les fonds de solidarité qui a bien participé et le chômage partiel. Et sur l'année 2022 jusqu'en septembre 2023, il y a un déficit de 174 363 €. Voici. Merci. Monsieur le maire. Merci Nicole. Y a-t-il des remarques ou des observations? Donc le Conseil est appelé à prendre acte du rapport annuel concernant cette partie touristique et plus particulièrement le Palais des Congrès. Point suivant qui concerne la SPL Destination Vittel Contrexéville avec le rapport annuel. Nicole. Merci. Alors, au niveau de la SPL, il y a les conséquences de la crise sanitaire qui sont toujours visibles, malgré une légère reprise de la fréquentation.
La concentration des activités du Club Med sur l'Ermitage, donc comme pour le Palais des Congrès, avec une baisse de la capacité hôtelière, les effectifs qui ont été constants jusqu'à l'arrivée du directeur en novembre 2022, et bien évidemment la scission des offices de tourisme de Vittel et Contrexéville et la vente donc des actions de la ville de Contrexéville et partiellement de la communauté de communes Terre d'Eau au 31/12/2022. La nouvelle dénomination sociale, mais ça nous en avions déjà parlé, la SPL Destination Vittel Contrexéville est devenue la SPL Destination Vittel. Les contrats qui ont été signés en 2022, donc la convention avec la ville de Vittel pour la mise à disposition gracieuse de la galerie thermale afin d'y organiser les marchés du goût et de l'artisanat de mai à septembre 2022, les conventions d'objectifs et de moyens avec la ville de Vittel et la ville de Contrexéville. Au niveau de la fréquentation, alors au niveau de l'accueil téléphonique, donc bien sûr il y a la partie Contrexéville et la partie Vittel. Donc à l'accueil physique, 14 121 personnes à Vittel, 12 418 sur Contrexéville. Au niveau de l'accueil téléphonique, 5 722 à Vittel, 3 028 sur Contrexéville. Les éléments financiers. Alors, je vous rappelle que jusqu'au 31 décembre 2022, au niveau des actions, il y avait 67,3% pour la communauté de communes Terre d'Eau, 20% pour la ville de Vittel et 12,7% pour la ville de Contrexéville. Actuellement, le capital social est de 37 000 € au 30 septembre 2023, dont 10 actions pour la communauté de communes Terre d'Eau, puisqu'il fallait 2 actionnaires, et 360 pour la ville de Vittel. Alors, le chiffre d'affaires enregistré donc du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, 917 715 €. Et le résultat courant avant impôt, moins 597 463, qui est donc, et le résultat net est de moins 591 161 €, qui se répartit comme suit. Palais des Congrès, donc moins 174 363. Office de tourisme de Vittel, moins 246 101 €. Et l'Office de tourisme de Contrexéville, donc pour celui de Contrexéville, jusqu'au 31 décembre 2022, moins 170 696 €, ce qui nous amène à moins 591 161 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Bon, bah, le conseil municipal est appelé à prendre acte de ce rapport sur... Oui, il y a une question. Pardon? Excusez-moi, je vais regarder, je ne sais pas voilà. On sait que le Club Méditerranée ne va pas augmenter ses capacités hôtelières. Il y a des hôtels qui sont encore fermés. Si, enfin, légèrement. 8 mois et demi, 8 mois et demi, monsieur. On va pas doubler. On va pas retrouver au 1000, on va pas retrouver 1000 chambres. Ça fait 60 chambres supplémentaires. Oui, non, mais il y aura le grand hôtel. Oui, le grand hôtel. Ça va venir. Mais là, on a déjà un petit peu de déficit d'eau. Les hôtels qui étaient situés davantage sur le centre-ville, en face du casino, oui, etc., qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'à un moment donné, ça va redevenir des hôtels? Alors, alors, je ne peux pas parler, mais il y a des gens qui sont intéressés par ces projets-là, comme ça je vais être très clair, y compris pour changer, c'est des projets privés, je précise, avec peut-être un changement de destination du bien, mais bien évidemment, cet hôtel-là est, comment dire, ils sont en train d'évaluer leur business, on parlait tout à l'heure de business plan, pour essayer de faire quelque chose, soit dans le modèle touristique, soit dans un modèle de résidence touristique ou autre, mais évidemment, il y a quelques personnes qui sont intéressées, ils sont en négociation actuellement. Voilà, wait and see, en fait, c'est une relation entre Relaco
et ces personnels privés. Après, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, hein, je comprends hein, votre questionnement. Je rappelle simplement que le Club Méditerranée sera ouvert à partir de 2025, 8 mois et demi et puis 3 mois. Alors certes, dans un modèle où il y aura 140 chambres, donc sur 8 mois et demi, alors qu'avant c'était 3 mois, premier point. Je vous rappelle aussi également que France Terme, je vous invite à aller vraiment, surtout les journalistes, du côté du Palais des Congrès et de la guitoune du Palais des Congrès pour voir ce qui se passe. Il va y avoir une résidence 4 étoiles avec un hôtel 4 étoiles et ils vont remettre en activité tous ces endroits-là. Évidemment, il y a une lettre d'intention et j'ai rien à cacher, je l'avais annoncé sur le Palace. Maintenant, il faut que le modèle, comment dire, qui a végété pendant, pas végété, mais qui a connu 40 ans de fonctionnement, eh ben, se remette au goût du jour et aux normes. Alors certes, je ne l'ai jamais caché aussi vis-à-vis des concitoyens, on aura 2 années difficiles, 23-24, et puis dès 25, on verra la fin du tunnel, ce qui est important de le dire. On viendra tout à l'heure, parce que j'avais eu un questionnement de M. Novian sur la partie hôtel des Thermes et casino, par rapport au beau séjour, où je répondrai aussi. Mais voilà, comment vous dire, c'est dégradé, et Nicole l'a bien expliqué. Pourquoi? Parce que le modèle est en train de basculer sur autre chose, avec plus un seul acteur, mais plusieurs acteurs, et puis une diversification aussi de l'offre. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a eu pendant 40 ans pas trop de travaux faits. Donc il faut, enfin c'est pas vous que je vais dire ça, vous connaissez comme moi le milieu des affaires, il faut vraiment, comment vous dire, que ça se remette d'équerre et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et vous le savez très bien, surtout sur des enjeux comme ceux-là. Voilà, M. Forquignon. Merci à vous. Pas de remarques, d'autres. Donc le conseil municipal est appelé à prendre acte de ce rapport annuel sur cette SPL. Alors là, ça va être moins glamour. Je vais me coller aux déchets, si vous me permettez l'expression, avec le rapport annuel sur le prix et la qualité du service des déchets ménagers venant de la Comcom en 2022. Donc je vous rappelle simplement les collectes, donc notamment toute la partie comment dire, institutionnelle avec, alors si je peux me permettre de lire là, parce que j'arrive pas à lire jusque là-bas, donc vous dire que c'est la communauté de communes qui pilote tout ça avec 45 communes et 18 000 habitants, qu'elle gère cette compétence de collecte puisque c'est une compétence obligatoire, qu'elle le fait avec Evodia notamment sur le traitement des déchets ménagers, et puis que l'ensemble du service des déchets ménagers est financé d'une part par la TEOM, donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ou pour les professionnels et les administrations par la redevance spéciale. On vous rappelle que la communauté de communes Terre d'Eau compte 45 communes. Je crois que tu n'as pas basculé. Si, on est sur la coupe. Ah, pardon. Ça revient. Là, j'ai un blanc, comme vous pouvez voir. Que la CCTE gère la compétence et que le coût de la collecte des déchets verts pour Vitel et Contrexéville est de 11 500 € et que les vides de Contrexéville et Vitel contribuent à 69%, et ça, il faut le dire, des coûts du service des déchets de la CCTE. On vous explique que la collecte porte-à-porte pour les ordures ménagères et déchets assimilés se fait une fois par semaine et une fois tous les 15 jours pour les autres communes de la CCTE, les bacs jaunes, que vous connaissez par cœur, avec la collecte en porte-à-porte une fois par semaine pour les communes de Vitel et Contrexéville et aussi 15 jours pour le reste des communes, les biodéchets, avec évidemment la collecte assurée sur Vitel et Contrexéville uniquement, et les cartons avec la collecte également gratuite pour les professionnels de manière hebdomadaire. On vous explique aussi comment est constituée, je dirais, les déchetteries, avec Contrexéville et l'ancienne route de Bugnéville avec 2 agents, un à Harmoncourt et un à Vendoncourt, avec des limites d'apport particuliers. Ça, je ne le savais pas et je l'ai appris en disant 1 mètre cube ou 2 mètres cubes par semaine. Contrexéville accueille les professionnels avec le dispositif notamment départemental Sauvedel. On vous a mis les éléments quantitatifs par rapport aux ordures ménagères, donc 25 kg par habitant, moins 25 kg par rapport à 2020, moins 10 kg par rapport à la moyenne départementale, avec une forte baisse, on vous l'a mis par rapport à 2015, et une baisse de 571,45 tonnes par rapport à 2020, donc vous voyez quand même, et d'ailleurs ça fait l'intérêt
de trier les déchets, de limiter la consommation et la production d'ordures ménagères. Et c'est à partir du moment-là, je dirais que le système sera équilibré. Les déchets recyclables, on vous a fait aussi une petite note. Donc je vous laisse lire, mais vous voyez moins 8 kg par rapport à 2021 et un écart de 13 kg par rapport à la moyenne départementale, avec l'extension du tri au 1er janvier 2021, qui a rendu une hausse du tonnage de tri recyclable sec. Je vous ai mis la répartition, comment vous dire, par type de déchets recyclables. Ça va de l'aluminium, si je me souviens bien, au carton en passant par le plastique. Comme vous pouvez le voir, en production des déchets, on voit une petite baisse. Et surtout, on voit aussi qu'il y a une partie qui est à peu près stable, et ce qu'on appelle des déchets qui ne sont pas triés, qui sont refusés. C'est tout ce qui est en rouge sur les histogrammes. Le point suivant qui concerne le tonnage des déchets, vous voyez qu'il y a une petite baisse, notamment en porte-à-porte. On voit que les gens sont de plus en plus responsables à ce niveau-là et qu'ils ont tendance à trier et à limiter leur production et leur production de déchets. Je n'irai pas plus loin. Et en fait, on vous met en fin et en conclusion le bilan avec les coûts financiers du service des déchets. Et comme vous pouvez voir, entre 21 et 22, on a baissé légèrement par an, par habitant, le coût de ces services déchets. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Je ne crois pas. Vous avez des questions? Juste une petite remarque. Je trouve que le volume des déchets amenés à déchetterie à Montrex, ce n'est pas très élevé. Oui, confirmé. Merci de cette remarque qui est judicieuse, Francis. Mais c'est un service que les gens apprécient, puisque bon, il y en a qui aiment bien aller là-bas. Hein. Voilà, d'autres questions? Eh ben, le conseil municipal est appelé à prendre acte du rapport annuel sur le prix et qualité du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères de la communauté de communes Terre d'Eau au titre de l'année 2022. On va passer au point numéro 27 qui concerne le syndicat mixte d'information communale, c'est-à-dire le SMIC, avec la demande d'adhésion de collectivités. Je laisse Thierry les inscrits pour le point 27 et 28, notamment aussi sur le SDANG, après le SMIC. Mais d'abord, on va commencer par le SMIC. Par délibération, le syndicat intercommunal scolaire des affluents de la montagne et le syndicat intercommunal d'acquisition et de gestion de matériel d'entretien des deux vallées, siégeant respectivement à Rambervillers et à Savigny, ont demandé leur adhésion au syndicat mixte pour informer de l'informatisation communale dans le département des Vosges. Donc le conseil est appelé à émettre son avis sur cette demande d'adhésion. Merci Thierry. Pas de remarques. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Point suivant qui concerne le SDANG. Outre sa compétence obligatoire portant sur sa mission relative au contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif, le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges propose aux collectivités la compétence dite à la carte réhabilitation. Par délibération, les communes de Remiremont et de Frévécourt sollicitent leur adhésion à la compétence optionnelle réhabilitation. Là aussi, le conseil municipal est appelé à approuver l'adhésion des collectivités susmentionnées à la compétence optionnelle réhabilitation. Merci Thierry. Y a-t-il des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer sur les motions de censure, pardon, de maintien. C'est censure plutôt à l'ARS et je dirais et au ministère, mais bon, j'ai un peu de neuf depuis cette motion en faveur du maintien des services de soins non programmés au centre hospitalier de l'Ouest vosgien. On vous rappelle le contexte, que depuis l'application de la loi RIST du 2 avril, le service de soins non programmés du site de Vittel fonctionne en mode dégradé. En effet, le service est amené à être fermé certains jours ou à fonctionner partiellement dans la journée. Cette situation est dramatique pour les habitants de l'ensemble du territoire de l'Ouest vosgien, ainsi que pour les touristes d'une zone touristique et sportive ayant vocation à se développer dans le cadre du projet Vittel Horizon 2030. Pour mémoire, le secteur d'intervention couvre environ 1300 km², 148 communes et plus de 44 200 habitants, dont le nombre d'entre eux en territoire rural éloigné des centres hospitaliers. À noter également que 9 EHPAD sont implantés sur notre secteur. La fermeture de ce service de premier plan, qui accueille en moyenne 8500 patients par an, impliquerait l'allongement de la durée de prise en charge des patients et conséquemment le risque de décès prématuré
par manque de soins adaptés dans des délais admissibles. Fermer le site des urgences de Vittel augmenterait le nombre d'habitants au-delà du seuil critique. On passerait de 81% de la population couverte habituellement par le service de Vittel, pour ce qui se retrouverait à plus de 30% d'un service de soins, 30 minutes pardon, d'un service de soins, en ajoutant le délai de traitement de déclenchement des secours, soit 10 minutes, et j'ai vécu la chose, c'est 100% de la population au-delà du seuil critique. L'organisation actuelle et la carence d'organisation des soins constituent une mise en danger de la vie d'autrui que les élus et l'ensemble de la population ne peuvent tolérer. Fermer le service d'urgence aggravera encore les inégalités d'accès aux soins des territoires et diminuera les chances que chacun ait en droit d'attendre, quel que soit son lieu d'habitation. En outre, il est rappelé l'engagement du gouvernement à ce sujet. Nous ne laisserons pas ces structures ni fermer, ni péricliter, ni même s'abîmer, ne serait-ce parce que votre territoire, parce qu'il est agréable, voit sa population grandir pendant la saison estivale. Vous pouvez compter sur le gouvernement. Nous continuerons à travailler avec vous, ainsi que les paroles du ministre de la Santé. On ne fermera pas ou n'abîmera pas Vittel. Face à ce constat, le conseil municipal est appelé à demander aux autorités compétentes de maintenir le service de soins non programmé de l'hôpital de Vittel 7/7 et H24, comme c'était le cas avant la mise en œuvre de la loi RIST en avril 2023. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des remarques ou des observations? En complément, puisqu'il n'y a pas de remarques et d'observations, j'ai rencontré ce lundi à Remiremont le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui m'a bien précisé qu'à partir du moment où on était capable de s'organiser au niveau du territoire, qu'on était capable d'avoir des médecins en complément, puisqu'il y a des temps partagés, notamment sur Remiremont et Épinal, qui viendraient sur Vittel, et qu'on arriverait à compléter ce planning, partagé, il ne verrait en aucun cas, il serait très favorable justement à ce qu'on puisse s'organiser dans ce sens-là, et ne mettrait en aucun cas les bâtons dans les roues. Sachez, mesdames, messieurs, que l'ARS l'a entendu, et a bien compris les messages de la part du ministre de la Santé. Bien évidemment, nous garderons, un œil attentif et une vigilance et surtout le souffle sur le col du ministre pour bien lui faire comprendre qu'il avait prononcé quelques paroles au milieu d'élus et au milieu du public. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, étant entendu que rien n'est gagné, qu'il y aura encore des périodes qui seront compliquées, notamment en fin d'année, mais que je dirais, dès l'année prochaine, on verra des choses qui vont se mettre en place sur Vittel, y compris le service de recrutement auprès des paramédicaux et médicaux, qui va être bientôt inauguré. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, face à ce constat, le conseil municipal est appelé à demander aux autorités compétentes de maintenir le service de soins non programmé, 7 jours sur 7 et H24, comme c'était le cas de la loi RIST en avril 2023. On est tous d'accord? On vote ça à l'unanimité? Eh bien, votons à l'unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La communication des décisions, je ne vais pas revenir là-dessus, il y en a un paquet en plus. Et puis, je vais passer sur les... Est-ce qu'il y a une question? Non. Je vais passer sur les subventions qu'on a eues et les aides de la part du conseil départemental, 60 000 € pour des travaux de sécurisation au carrefour des Raoult, Salomon et Samaritaine, plus 16 335 sur une dépense plafonnée, plus, qui concerne aussi les travaux de sécurisation, sur les fêtes de Noël, 5 000 € de la part du conseil régional, merci à son conseiller régional ici présent, sur des subventions allouées par le conseil départemental sur la rue du Cras, pour 26 970 plus 1080 sur, toujours pareil, l'aménagement global de la rue du Cras avec des pierres des Vosges, vous voyez. La CAF qui nous donne notamment sur les BAFA à coût zéro 1600 €, Madame Ghislaine Cossin, merci de prendre acte. La CAF toujours qui nous donne 2520 € sur l'aide liée à la notification des fonds publics de territoire avec l'enfance et la jeunesse. Et Madame Aubrège qui nous envoie un point de situation sur le service d'urgence de Vittel, qui nous explique que c'était compliqué mais qu'elle est à notre écoute pour pouvoir faire évoluer le dossier. Et on est attentif. Bon, concernant la question qui avait été posée la dernière fois sur l'hôtel Beau Séjour, donc j'avais reçu la question de M. Novian
au-delà du délai, mais maintenant je réponds comme promis lors de la dernière séance. Donc la question, où en est-on de la transaction avec l'hôtel Beau Séjour, votée le 5 décembre 2019. Je rappelle simplement un contexte. Nous sommes toujours intéressés par cet hôtel. Par contre, et je précise, nous ne sommes pas pressés pour mobiliser beaucoup d'argent tout de suite à cet endroit. Dit autrement, il est urgent d'attendre. Nous sommes concentrés sur l'hôtel des Thermes, sur le casino. Les permis ont été déposés. Bref, une opération globale. Et on aura le temps d'y penser en 2025. Ce projet, il faut pour mémoire, le projet global du casino et du reste, c'est plus de 2 ans et demi de travaux. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que l'ABF avait essayé de casser cette décision par rapport à ce hôtel Beau Séjour, mais que la préfète de région était intervenue. Donc, simplement, en bon gestionnaire, on ne mobilisera pas de l'argent alors qu'on interviendrait à la fin du processus sur cet endroit-là. De plus, comme vous avez pu voir, nous avons ribalisé de nouveau ce lieu. Il se détériore depuis plusieurs mois. Fuite d'eau dans les caves, pour mémoire. Les balcons qui s'effritent de plus en plus. C'est normal, c'est normal. Oui, mais c'est un privé. Qu'est-ce que vous faites du propriétaire? Ah bah, le propriétaire, moi je ne suis pas la seule propriétaire, je crois qu'il a remis en vente. Bref, il faudra bien évaluer les choses au moment venu, pas avant. C'est aussi l'intérêt financier de la ville, quelque part, ni plus ni moins. Merci de votre attention. Voilà, je profite de ces moments pour vous souhaiter évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de ces moments pour dire à vos proches que vous les aimez, je crois que c'est important. Et bonne soirée à tous et bonnes fêtes de fin d'année de nouveau. Merci à vous.